bonjour à tous déjà, hein. Je vais juste commencer par effectivement partager un petit diaporama. Voilà, partager. Euh, Question traditionnelle, est-ce que vous voyez bien C'est mon bon, partage? Vous voyez bien c'est mon bon pour moi, partage? impeccable. Parfait, parfait, parfait. Donc, merci de participer à ce webinaire. Alors moi, je vais me présenter. Je m'appelle Éric Leberger, comme l'a dit Pascal. Je suis un agent de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis physiquement basé à Besançon. Et mon travail à la Chambre de commerce et d'industrie est d'aider les porteurs de projets à protéger leurs idées. Voilà. Protéger leurs idées, quelles qu'elles soient, avec un certain nombre d'outils qui sont, on va dire, rassemblés dans un code juridique en France, le code de la propriété intellectuelle. Et c'est de ce code dont je vais vous parler aujourd'hui, l'art et la manière de protéger ses créations, ses idées, voire même ses dessins, hein. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, si je me passe là-dessus, voilà, ça y est, ça bouge. Hein, je veux effectivement vous parler de la propriété intellectuelle. Alors moi, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez, parce que ça peut rester très, très, très fumeux, cette notion-là. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'un outil juridique qui permet d'obtenir un monopole sur un marché, hein. Et cet outil juridique, il est enregistré en France à l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, je vous parle de ça. L'idée, aujourd'hui, c'est d'obtenir un monopole sur un marché. D'obtenir, alors je le dis autrement, d'obtenir une exclusivité sur un marché. D'être le seul à pouvoir utiliser mon idée, ma création sur un marché. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement précieux, ça, hein, d'être tout seul, parce que si on n'est pas tout seul, on est dans une situation concurrentielle, et lorsqu'on est dans une situation concurrentielle, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, je vous parle de ça, c'est ça l'idée, c'est ça l'objectif, obtenir un monopole sur un marché. Je vous ai dit, c'est un droit, la propriété intellectuelle. Alors, c'est un droit qui est territorial. On va être pays par pays, zone par zone. Bien sûr, aujourd'hui, ce matin, je vais essentiellement vous parler de la France, bien sûr, parce que nous habitons en France, mais il n'y a pas que la France dans le monde, hein. Il y a d'autres pays européens et d'autres pays dans le monde. Aujourd'hui, aller rechercher ce monopole sur un marché, le marché, comprenez-le, comme étant un marché pays par pays. On peut protéger la France. Si on veut atteindre d'autres marchés, eh bien, il va falloir aller protéger ailleurs aussi. Concrètement, je vais vous parler de quoi ce matin? Je vais vous parler de brevet d'invention. Je protège une technologie ou un procédé. Technologie procédé, dans les bases de données brevets, sont à peu près à 50-50, hein. C'est à peu près le même volume de texte qui va protéger une technologie ou qui va protéger un procédé. Je vais vous parler de brevet ce matin. Je vais vous parler de marque. On va peut-être s'arrêter un petit peu plus longtemps sur cette notion-là, pour une raison toute simple, c'est que la marque va concerner tous les porteurs de projet. Il va bien falloir, pour un porteur de projet, baptiser le produit qu'il souhaite proposer, voire le service, hein, qu'il souhaite proposer. Donc la marque va concerner tout le monde. On s'arrêtera peut-être un petit peu plus longtemps sur cette notion de marque. Et là, je protège un signe distinctif. C'est ce qui va distinguer mes produits des produits de mes concurrents. C'est ça la marque. Je vais vous parler de dessin et modèle, où je protège cette fois la forme d'un produit. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser le terme l'empreinte visuelle d'un produit. Et enfin, je vais vous parler de droit d'auteur, le quatrième pilier du code de la propriété intellectuelle, où là, on va protéger plus une création d'ordre intellectuel. Création d'ordre intellectuel, on va parler plutôt de musique, par exemple, de sculpture, d'un ouvrage d'art, d'un roman. Mais on va aussi parler de quelque chose de beaucoup plus, quelque chose d'actuel, enfin, ou de beaucoup plus actuel en tout cas, euh, qui, que voilà, je vais utiliser cet acronyme-là qui est utilisé dans le Code de la propriété intellectuelle, qui est l'acronyme de logiciel, même si aujourd'hui ce terme-là est un petit peu moins utilisé et on utilise plus le terme d'application. Donc une application smartphone, par exemple,
va pouvoir être protégé à travers cette notion de droit d'auteur. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà de quoi je vais vous parler ce matin, hein, de brevets, de marques, de design model, de droit d'auteur. Il y a un petit dernier qui va rapidement apparaître, vous allez vite le voir apparaître, un petit cinquième, le petit cinquième que j'aime bien, qui s'appelle le secret. On a une création, on peut aussi décider de la garder au secret, cette création, si on peut. On va en parler. Donc voilà un peu le menu, le programme de ce matin. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aspect marque, on y passera peut-être un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, lorsque je pose la question comment protéger le produit, le procédé que j'ai inventé, la réponse est double. Hein. Pour protéger un produit, une amélioration, apporter un produit, un procédé innovant, on a deux solutions. On a le brevet et le secret. Le brevet est un titre de propriété que je vais développer. Le secret n'est pas un titre de propriété, c'est plus une philosophie, une manière de voir les choses qui mérite d'être réfléchie dans certains cas, mais c'est aussi une solution pour protéger un produit ou un procédé. On va surtout parler de procédé ici, évidemment. À la question comment protéger le nom de mon entreprise, le nom de mon produit, de mon service, et j'étendrai même la question à la notion de logo. Hein, comment protéger mon logo. Là, effectivement, si vous souhaitez vendre des produits ou proposer des services qui portent un nom, vous pouvez vous protéger en déposant une marque. Deuxième moyen de protection, la marque. Si je me pose la question comment protéger la forme de mes créations, comment protéger ma nouvelle collection de vêtements de meubles, hein, là, on a encore deux solutions. On a soit le droit d'auteur pour vos créations esthétiques, le design de vos créations, et le dépôt de design modèle. En droit français, il est possible de cumuler les deux. Classiquement, les créateurs qui sont dans ce domaine-là cumulent les deux, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. L'exemple que je donne, qui est reproduit ici, sur la droite de ma présentation, c'est la bouteille de Coca-Cola. Hein. Si je la pose à 50 mètres de vous, même à 50 mètres, vous savez que c'est une bouteille de Coca-Cola. Pourquoi? Parce qu'elle a une forme tout à fait caractéristique et originale. Et c'est cette forme caractéristique et originale qui est protégée. Et Coca-Cola est la seule entreprise à pouvoir utiliser cette forme de bouteille. Les autres, il faut qu'ils utilisent une autre forme. Hein. L'exclusivité, le monopole, il est là, sur cette affaire-là. Et enfin, si je me pose la question comment je protège mon roman, mon scénario, mon poème, les paroles de ma chanson, ma musique, ma peinture, mon dessin, la photo, toutes ces créations artistiques, si elles portent un caractère original, hein, sont protégées par le droit d'auteur. Voilà. Je vous ai indiqué tout à l'heure, vous ai parlé tout à l'heure de logiciels, d'applications, hein, de lignes de code en tout cas. Tout cela va rentrer dans ce même chapitre-là, chapitre droit d'auteur. Alors pourquoi dans ce chapitre droit d'auteur? Parce que vous comprenez bien, d'une part, que le droit que j'évoque aujourd'hui, le droit de la propriété intellectuelle, c'est un droit assez ancien, hein, ça a plusieurs siècles, cette histoire-là. Le logiciel, les applications, bah, ça n'a pas plusieurs siècles, hein, ça a plusieurs dizaines d'années, on va dire. Hein, mais... donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez récent, et le législateur, quand il s'est posé la question, bah, comment va-t-on protéger ce type de création-là, il s'est dit, bah, un logiciel, c'est une ligne de code, ce sont une succession de lignes de code. Ces lignes de code, on peut les imprimer, donc on va protéger ça comme un roman, par exemple, qui s'imprime aussi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve effectivement dans cette catégorie-là. J'y reviendrai tout à l'heure aussi sur ces aspects-là. Et enfin, comment protéger mon idée? Cette fois, je suis sur une petite présentation synthétique qui commence par une petite notion sur laquelle je vais insister. Une idée, un concept ne peut pas être protégé en tant que tel. Hein. Ça, juridiquement parlant, c'est établi. Une idée, un concept ne peut pas être protégé en tant que tel. Alors, ça veut dire quoi?
Euh, Ça veut dire que si on reste au stade de l'idée ou du concept, moi, je n'ai pas d'outils à vous proposer pour protéger ça. Le mieux, c'est que je vous donne un exemple assez parlant que je donne très souvent, l'exemple de Blablacar, hein, qui est une application de covoiturage. Ils ont été les premiers à proposer un tel outil. Euh, Ils se sont dit, bah, tiens, si on mettait en relation les gens qui ont de la place dans leur voiture avec des gens qui recherchent un déplacement. Là, on est au stade de l'idée et du concept. Cette idée, ce concept, n'est pas protégeable. Et il n'a pas été protégé par Blablacar, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'outil juridique pour ça. La meilleure preuve que je peux vous donner, c'est que si vous allez dans votre store, le store de votre smartphone, vous allez trouver, si vous recherchez pardon, les applications de covoiturage, vous allez évidemment trouver Blablacar, mais vous allez en trouver 15-20 autres. Ils n'ont pas pu protéger cette idée, ce concept. Il y a de la concurrence qui s'est mise là-dessus. Si je continue la phrase que je vous présente là, donc l'idée, le concept ne peut pas être protégé en tant que tel, seule la matérialisation de cette idée ou de ce concept peut être protégé. Alors Blablacar, qu'est-ce qu'ils ont matérialisé à travers suite à leur idée et leur concept? Ils ont matérialisé essentiellement une marque, Blablacar. Alors cette marque-là, bien sûr, elle est protégée, elle est déposée. C'est aujourd'hui le principal actif de l'entreprise, cette marque. Parce que tout tourne autour de cette marque, toute leur communication tourne autour de cette marque. Aujourd'hui, si vous cherchez un covoiturage, quelque part, vous allez télécharger l'application Blablacar parce que c'est la plus connue, parce que le marketing a été bien fait autour. Donc, comprenez bien la différence entre le concept, l'idée, qui est la mise en relation de personnes qui ont de la place dans leur voiture et des personnes qui cherchent un trajet. Ça, c'est l'idée du concept. Ça, on ne peut rien faire, ça. Et si on va plus loin, ils ont matérialisé ça avec une marque, là, on peut faire quelque chose. Là, on peut faire quelque chose. Donc, autre exemple que je donne assez souvent et qui est un exemple concret et réel, il y a quelques années, un porteur de projet est venu me consulter sur une idée qu'il avait. Il s'est dit, voilà, je suis un professionnel du panneau d'affichage, j'installe et je mets à jour des panneaux d'affichage 4x3 que l'on trouve au bord de nos routes. Il y en a beaucoup, hein, peut-être trop. Et ces panneaux-là, moi je les connais bien, je les installe. Bah, j'aimerais bien prendre la structure de ces panneaux-là et de les installer sur des échafaudages de ravalement de façade en ville. Et après, je louerai les espaces publicitaires à des annonceurs. C'est ça mon business. Si je m'arrête là dans la description du projet, on est au stade de l'idée du concept. Là, il n'y a pas d'outil de protection de ça. Il a continué son discours en m'expliquant que pour vraiment matérialiser son idée et son concept, il a inventé un crochet qui d'un côté coopérait bien avec les profilés des panneaux 4x3 qui faisaient partie donc, de son métier, et de l'autre côté, ce crochet collaborait bien aussi avec les profilés des fameux échafaudages de ravalement de façade. En l'occurrence, on prend un cadre existant, on prend 4 crochets tels qu'il les a imaginés, et on va accrocher d'une manière tout à fait sécurisée un cadre à un échafaudage. Eh bien, cette matérialisation, c'est ce crochet. Et ce crochet, il a été protégé par un brevet. Le monsieur a déposé un brevet sur son crochet. La moralité de cette petite histoire est la suivante. Tout le monde a le droit d'aller prendre des panneaux 4x3 qu'on trouve au bord des routes pour les accrocher sur des échafaudages de ravalement de façade en ville, mais lui seul, a le droit de mettre en œuvre ses crochets, tels qu'il les a imaginés. Les autres, il faut qu'ils fassent autrement. Alors qu'ils mettent du scotch, des vis, des rivets, du fil de fer, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas mettre en œuvre le crochet tel qu'il lui l'a protégé. Donc la mise en œuvre, cette fois, elle était technique. Mise en œuvre technique égale brevet d'invention. Donc voilà 2 exemples qui permettent de mettre en lumière cette notion-là. C'est vrai qu'on aimerait bien, à un moment donné, lorsqu'on a une idée,
une proposition de valeur que l'on veut proposer au marché, de se dire, bah, tiens, j'aimerais bien être seul à faire ça. Souvent, c'est difficile, parce que juridiquement parlant, ce n'est pas possible, c'est bien la concrétisation de votre idée qui peut être protégée. Alors, ça donne quoi? Bien sûr, l'exemple que je viens de vous donner sur les panneaux d'affichage, c'est le brevet. La matérialisation, c'est le brevet si la matérialisation de votre idée est une innovation technique. Le crochet. Par le dépôt d'un dessin et modèle, si cette matérialisation est esthétique. La marque, Blablacar, l'exemple de Blablacar, pour tout signe permettant d'identifier vos produits, les produits en tout cas, ou les services que vous allez proposer à votre clientèle. Et enfin, le droit d'auteur, si votre concept se matérialise par une œuvre artistique ou littéraire. Donc, c'est bien cette concrétisation que l'on va pouvoir protéger. Il y a un petit dernier, voilà, en gardant dans certains cas le secret sur votre idée et garder le secret lorsque c'est possible, bien sûr. Donc voilà un peu la notion, si vous voulez, la différence que l'on fait entre idée-concept d'un côté, concrétisation de l'autre. Idée-concept, je ne peux rien faire. Concrétisation de votre idée, j'ai des outils à vous proposer, ces outils que l'on va balayer maintenant. Euh, la petite précision que je peux vous donner aussi à ce stade-là, c'est oui, il existe des outils. Hein. On parle de brevets, de d'essais modèles, de marques, de droits d'auteur, éventuellement de secrets. Il y a des outils qui existent pour protéger vos idées, vos créations. Euh, Maintenant, tous ces outils-là ne couvrent pas toutes les créations que vous êtes susceptibles d'amener sur le marché. Hein. Donc, il y a un certain nombre de créations qui n'ont pas de solution juridique de protection. Hein. Ça, on couvre pas mal de choses avec ces outils-là, mais on ne couvre pas tout. Voilà, il y a des trous dans la raquette. Et effectivement, c'est une solution qui peut malheureusement arriver. Prenons quelques exemples. Prenons quelques exemples. Et imaginons, à travers ces exemples-là, euh, peut-être que d'abord, première question, quels sont les droits de propriété intellectuelle qui sont applicables à ce type de création-là, à ce type de produit-là et quelles sont peut-être aussi les précautions qu'il faut prendre avant de vouloir fabriquer ce type de produit-là. Alors, ça, c'est un premier produit que je vous propose, c'est un masque que vous connaissez sûrement bien. C'est un personnage connu, un personnage de fiction connu, un masque de Spider-Man. Masque de Spider-Man. Alors, ce masque-là, imaginons, alors cas d'école, hein, cas d'école, je suis un injecteur plastique jurassien et je souhaite injecter ce type de produit-là avec mes machines et proposer ce type de produit-là à un certain nombre de revendeurs. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est a-t-on le droit ou pas le droit de faire ça? Alors, bien évidemment, cet exemple-là, je l'amène pour vous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Évidemment. On n'a pas le droit de faire ça parce que des droits de propriété intellectuelle existent sur ce produit. Les droits de propriété intellectuelle qui existent sur ce produit sont essentiellement des droits d'auteur. Les dessins que le dessinateur original du personnage a fait à un moment donné, qui a généré des droits, en l'occurrence du droit d'auteur, qui sont, je le crois, encore aujourd'hui détenus par la société Marvel. Croyez bien que si vous êtes un injecteur jurassien, que vous injectez ce type de produit et que vous proposez ça à des revendeurs, vous allez avoir des problèmes avec Marvel très très rapidement. Des problèmes liés à de la contrefaçon, bien sûr. Donc, cet exemple-là, je le mets souvent en premier, hein, pour vous sensibiliser au fait que lorsqu'on est dans une phase de création, on peut créer, on peut proposer des choses, mais il faut bien faire attention à ce que ces choses que l'on veut proposer soient bien libres d'exploitation, qu'il n'y ait pas de droit afférent déjà à ces produits, et que vous êtes bien en droit, quelque part, de proposer ça à votre marché. Autre exemple qu'on connaît tous bien, le papier toilette. C'est un exemple tout à fait. Alors, un produit qu'on pourrait imaginer tout à fait banal,
connu de tous, utilisé par tout le monde, tous les jours, produit dans une quantité astronomique. Bon, les droits de propriété intellectuelle que l'on peut imaginer sur son produit, sur un produit aussi simple, aussi basique, si vous voulez, finalement, sont très très larges. Sont très très larges. Hein, sur un produit de ce type-là, vous n'imaginez pas tous les brevets qui sont déposés sur des produits de ce type-là. Alors, quand je dis produits de ce type-là, je parle de papier toilette, éventuellement, je mets là-dedans aussi les couches culottes, par exemple, hein, pour bébé, où là, il y a une production phénoménale de brevets d'invention autour. Alors, sur un papier toilette, par exemple, ça peut être sur la composition multicouche de ce produit-là. On va chercher à ce que ce produit-là soit en même temps très absorbant et en même temps résistant mécaniquement, qui ne se déchire pas, qui ne se délite pas. Donc ça, c'est vraiment un challenge technique qui donne lieu à beaucoup, beaucoup de recherches et donc à beaucoup, beaucoup de brevets. Ce produit-là, vous le connaissez tous, couvert par une marque, Lotus ou autre, hein, je cite la plus connue. Donc des marques aussi sont déposées sur ce type de produit-là. Si vous le déroulez un petit peu, ce produit-là, c'est vrai qu'en visio, on est à la limite de ce qu'il est possible, hein, mais si vous le déroulez un peu, vous allez toujours y trouver un petit motif qui est sur le produit. Hein. Ce motif-là, potentiellement, on est sur du droit d'auteur ou du dessin modèle. Donc, si vous voulez, on est là sur un produit très basique, très grand public, mais qui peut être protégé par tous les titres de propriété que j'ai cités. Et c'est un petit peu pareil pour celui-là. Hein, petite alimentation pour bébé, hein, proposée par Blédina sous une marque, hein, Blédi Chef, qu'on voit bien sur le produit. Ce produit-là aussi est couvert par divers types de propriétés. Bon, je commence par le brevet, parce qu'il y a des brevets sur ce type de produit-là, sur l'art et la manière de faire tenir le couvercle sur le contenant. Il y a des brevets là-dessus, il y a des marques, hein, on les voit, hein. Blédina, Blédi Chef, si je grossissais un petit peu, on trouverait un petit peu plus bas Nestlé, bien sûr. Hein, il y a des marques sur ce produit-là, il y a du dessin et modèle. Alors, à votre avis, sur quel aspect on va pouvoir protéger par un dessin et modèle ce produit-là? Tout simplement par son contour. Lorsque vous regardez le contour, il est tout à fait original. Il y a 4 petites oreilles aux 4 coins. Lorsque ce produit-là est arrivé dans les lumières de supermarché, je peux vous dire que ça a fait un tabac. Parce que tous les autres produits, c'est des petits pots en verre, quoi. Et là arrive ce truc-là avec une forme complètement différente, une forme qui d'ailleurs est originale et qui est évidemment protégée par un dessin et modèle et accessoirement par le droit d'auteur. Et enfin, toutes les illustrations que vous voyez, hein, sur le produit, alors que vous voyez, alors je suis d'accord, de votre côté, ça doit être tout petit. Hein. C'est de l'émincé de pommes de terre et de jambon. Il y a une petite illustration qui est faite autour de cet émincé. Cette illustration est couverte par le droit d'auteur. Hein. Le dessinateur a un droit d'auteur là-dessus. Donc là encore, produit grand public, tous les titres de propriété possibles. Et enfin, dernier petit exemple, c'est mon cas. Hein, j'ai des lunettes sur le nez, une paire de lunettes produit aussi très 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 grand public. Et là encore, je vous fais le même constat. On a une kyrielle de brevets là-dessus. Alors, des kyrielles de brevets sur quoi concernant une paire de lunettes? Alors, ça peut être la charnière de lunettes. Beaucoup de brevets là-dessus. En ce moment, les brevets récents vont plus porter sur la personnalisation de la monture. Hein, aujourd'hui, l'utilisateur veut pouvoir personnaliser sa monture en fonction de ses vêtements. Bon, ben voilà, on va trouver des choses à clipper sur les branches, on va trouver ce type de choses-là. L'art et la manière de fixer les verres sur la monture. Brevet d'invention aussi. Euh, donc brevet, bien sûr, marque, évidemment. Hein, toutes les montures, quasiment, sont couvertes d'une marque, évidemment. Le dessin et modèle, qui est la protection numéro 1 sur ce type de produit-là. Hein.
Lorsque vous allez chez votre opticien, vous avez 400, 500, 600 montures autour de vous, hein, dans des beaux présentoirs, sur tous les murs. Comment faites-vous votre choix là-dedans? Vous faites votre choix en fonction de l'aspect visuel de cette monture, hein. Et c'est donc bien le dessin modèle qui protège ça. Donc voilà un petit peu quelques exemples d'applications concrètes de tous ces types de propriétés. Alors, j'ai quelques questions. Eric, si tu veux, on les prend maintenant ou on les fera après. Une première question, on va prendre un exemple. Je suis dans le domaine de la bougie. Je fais des bougies. Il y a plein de personnes qui font des bougies. Il a déposé quelque chose, ça paraît très compliqué, sauf si vraiment on est dans un design ou dans une conception un petit peu spéciale. Alors, ben, je vais répondre tout de suite parce que c'est un exemple. C'est le cinquième exemple. J'en ai proposé quatre. On va prendre le cinquième, la bougie. La bougie, si vous voulez, moi j'y vois pas mal de choses sur la bougie finalement. Euh, Évidemment la marque, parce que cette bougie, vous allez la baptiser. Donc la marque, de toute façon, dans tous les produits, on est quasiment concerné. Maintenant, si on va au-delà, on peut très bien imaginer un dessin modèle sur cette bougie. Hein, c'est-à-dire que vous créez, si votre travail ou votre business de créer une forme originale à cette bougie, un dessin original à cette bougie, ce dessin-là peut être protégé à titre de dessin et modèle. Et vous pouvez acquérir une exclusivité et donc un monopole de ce dessin de bougie pour votre société. Donc le dessin et modèle sur une bougie, c'est tout à fait possible. Le brevet aussi, c'est tout à fait possible. Bien sûr, pour le brevet d'invention, il faudrait imaginer voilà, que votre travail serait un petit peu de recherche et développement pour trouver une nouvelle cire qui irait beaucoup mieux que les cires existantes, qui tiendraient plus longtemps, qui générerait moins de fumée. Voilà. Alors, cette nouvelle composition de cire va répondre à un problème technique qui serait par exemple la durée d'allumage de la bougie ou peut-être les aspects environnementaux un peu plus sympas. Et là, on pourrait imaginer de déposer un brevet d'invention. Hein. Donc, si vous voulez, vous avez le brevet, vous avez la marque, vous avez le dessin modèle qui sont possiblement applicables à ce type de produit-là. Maintenant, tout va dépendre, bien sûr, pour vous, porteurs de projet, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à ce produit-là. Hein. Si, alors je le dis très basiquement, mais si la cire, vous l'achetez à des fournisseurs, si le dessin de votre bougie n'a rien d'original, on va s'arrêter à la marque. Voilà. Si vous faites un travail original sur le dessin, on va parler de dessin et modèle. Si vous faites de la recherche-développement et quelque chose de tout à fait nouveau sur une composition de cire, on va pouvoir parler de brevet d'invention. Micro. Une autre question, est-ce qu'on peut protéger un mode opératoire? Un mode opératoire. Un mode opératoire. Un mode opératoire, je rapproche ce terme mode opératoire, je le rapproche du terme que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est le terme de procédé. Alors, un procédé est tout à fait protégeable et le titre de propriété qui va bien, c'est le brevet d'invention. Maintenant, ceci étant, ce mode opératoire doit être un procédé tel qu'on l'entend au sens technique du terme. Voilà, hein. Mais oui, oui, un procédé de fabrication, un procédé d'élaboration d'une pièce est protégeable et le titre de propriété ad hoc, c'est le brevet d'invention. Là, pas de souci. Alors, j'ai encore une autre question, puis après on enchaînera. Très bien. J'ai créé quelque chose, comment savoir si ça existe déjà ou pas, au niveau d'un produit, au niveau d'une marque, une base de données, un lieu, un site, un... Voilà, Alors, cette question-là, Pascal, on va la garder au chaud. je m'en doutais. Voilà. Cette question-là, on va la garder au chaud parce que je voudrais y venir lorsqu'on va parler essentiellement de la rubrique marque, hein, sur laquelle va passer peut-être un peu plus de temps. Euh, alors évidemment, on va répondre à cette question-là. Hein, on va répondre à cette question-là. Alors sans répondre complètement, parce qu'encore une fois, on va y répondre un petit peu plus tard dans ma présentation, mais bien évidemment, la question que vous posez est une question large qui n'est pas uniquement liée à la marque.
hein. Mais bien évidemment, lorsqu'on veut déposer un brevet d'invention, il faut inventer quelque chose de nouveau. Donc il faut pouvoir, à un moment donné, vérifier que cette chose-là est nouvelle. L'INPI, lorsque vous déposez un brevet, ils vont vérifier si c'est nouveau votre procédé ou votre produit, là, s'il est effectivement nouveau, s'il n'a pas déjà existé quelque part dans le monde. Et si tel était le cas, ben, ils refuseraient la délivrance du titre. Euh, pour la marque, c'est un peu différent, parce que l'INPI ne vérifie pas. Voilà. L'INPI ne vérifie pas la disponibilité de la marque. C'est à vous de le faire. Et ça, j'y reviendrai lourdement tout à l'heure. C'est à vous de le faire. Il y a des outils pour ça. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et concernant le dessin et modèle, on va chercher une originalité. Si vous déposez un dessin et modèle qui n'a aucune originalité et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à tous les produits qu'on peut trouver sur le marché, votre dessin et modèle aura guère de valeur. Il faut chercher de l'originalité là-dedans. Donc, bien sûr, sur tous les titres dont je vous parle, il y a cet aspect de nouveauté, d'originalité qui est sous-jacent, et qu'il faut chercher à vérifier pour que votre titre soit le plus complet possible et le plus fort possible. Maintenant, concrètement, sur cette disponibilité, oui, je prends la question, je la mets sous ma souris là, et je la ressors tout à l'heure, rubrique marque, et je vous expliquerai concrètement comment on peut faire. OK? Ok, euh, Si je reprends ma présentation, je vais vous décrire maintenant plus précisément les 4 modes de protection que j'ai évoqués jusque-là, plus le petit cinquième, le secret. Voilà. Je vais vous donner plus de détails là-dessus. Je vais vous dire combien ça coûte aussi, hein, ça peut toujours être intéressant, et combien de temps aussi durent respectivement ces protections. Pour protéger des créations techniques, vous avez deux solutions. C'est soit vous protégez cette création technique par un droit, c'est le brevet, soit vous protégez cette création technique par le secret. Vous mettez ça sous la couverture. Quand on parle de secret, moi j'avais rencontré Jacques Beauvire, hein, qui est le chef du service propriété intellectuelle du Michelin, qui a dit notre principe de base, c'est de breveter tout ce qui se voit et de garder secret ce qui peut l'être, clairement. Donc il garde secret tout ce qui peut être au secret, notamment ce qui concerne la fabrication. Et là, on verse, si vous voulez, dans le chapitre procédé de fabrication. Alors c'est vrai que de nombreuses firmes l'utilisent, hein, Coca-Cola avec sa recette. Bon, alors ça reste un mythe, hein, le secret de la recette du Coca-Cola, mais enfin, il communique quand même pas mal là-dessus. Et Michelin, l'exemple que je viens de vous donner, ça reste difficile à mettre en œuvre parce que l'invention ne doit pas se déduire du produit mis sur le marché. Et là, je reprends l'exemple de Michelin et de ses pneumatiques. Lorsqu'on fabrique un pneumatique, il y a un procédé de fabrication qui est mis en œuvre, un procédé qui a plusieurs étapes, et c'est vrai que lorsque le pneu sort en bout de chaîne, voilà, et qu'on le regarde, il n'est pas possible d'en déduire le procédé qui a été mis en œuvre pour en arriver à ce pneu, à ce pneumatique. Et c'est dans ce sens-là, hein, que Michelin, quelque part, se dit, eh bien, mon procédé de fabrication, qui ne se voit pas sur mon pneu, sur le pneu ou le pneumatique que je mets sur le marché, eh bien, ce procédé, je ne dépose pas de brevet là-dessus, je le garde ça au secret. Je ne parle à personne et je prévois des clauses de confidentialité pour les salariés qui sont dans le secret. Il y en a toujours chez moi qui sont dans le secret, bien sûr, et je prévois des clauses de confidentialité pour eux. Je ne dépose aucun titre de propriété. Je, je vais dépenser peu d'argent, malgré tout. Hein. Ça va coûter pas grand-chose, cette mise au secret. Hein, ça va plutôt être des procédures en interne que je vais mettre en place. Donc, quelque part, ça coûte pas cher. C'est nativement une protection qui est mondiale, le secret, bien sûr. Hein. Si vous n'en parlez à personne, le secret n'est pas seulement gardé en France, il est gardé dans le monde. C'est un gros avantage. Alors, le vrai risque derrière, bien sûr, ah ben, c'est qu'un de vos salariés, un de vos employés parle malencontreusement et dévoile le secret, auquel cas vous perdez tout, bien évidemment. C'est ça le pendant. Et là, voilà l'inconvénient majeur de ce secret.
L'autre solution, bien sûr, c'est le brevet. Voilà. Vous avez une petite illustration à gauche de ce fameux code dont je vous ai parlé au début. Une invention peut faire l'objet d'un titre de propriété intellectuelle délivré par le directeur de l'INPI, qui confère à son titulaire ou son ayant cause un droit exclusif d'exploitation. Ce que je vous ai dit tout au début, le monopole, c'est ça qu'on veut rechercher, un droit exclusif d'exploitation. Et la délivrance de ce titre, le brevet donc, donne lieu à une diffusion légale. Alors là, ça veut dire quoi? C'est très très important ça. Ça veut dire que votre brevet, si vous le déposez, il sera publié et accessible à tous. L'INPI tient une base de données pour cela, que vous pouvez consulter et auquel vous pouvez accéder d'une manière complètement libre pour aller voir tous les brevets qui ont été déposés jusque-là. Donc le pendant, c'est la publication. C'est pour ça que certains se posent aussi réellement la question du secret, parce que évidemment le secret n'est pas publié par définition, mais il y en a qui se disent, mon procédé de fabrication, que si je le protège par un brevet, mon concurrent, il va voir ce brevet, il va voir comment je fais, bien évidemment. Et quelque part, il va malgré tout chercher à me copier comment est-ce que moi, je suis en capacité d'aller voir dans ces usines de production s'il met en œuvre ou pas mon procédé. Ça va être très compliqué. C'est pour ça que certains se disent le secret, c'est peut-être aussi pas mal, parce qu'il n'y a pas de publication. Voici le premier brevet qui a été déposé en France. Alors ça, c'est juste pour vous illustrer l'ancienneté, quelque part, de ce droit, déposé le 27 juillet 1791 par un certain Louis-François Olivier sur un mélange de terre qui permet de faire des briques pour de la construction. D'autres petits exemples, une machine à moissonner, le cheval étant la force qui va permettre le fonctionnement de cette machine. Une machine, on va plutôt parler d'un avion. Alors moi, je n'y mettrai certainement pas mes fesses, parce que je ne sais pas si ça vole ce truc, mais ouais. Et enfin, un petit dispositif qui permet de faire prendre son bain à son cheval. Voilà. 1793 pour ce dernier exemple. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce dont je vous parle aujourd'hui, ce droit dont je vous parle aujourd'hui, est un droit qui a plusieurs siècles. Aujourd'hui, le brevet, c'est plutôt ça. Voilà un exemple concret d'un brevet qui a été déposé par une société qui s'appelle Domotex. Vous le voyez, alors vous le voyez, peut-être vous le voyez pas parce que si c'est trop petit, sur la colonne de gauche. Domotex, qui a été donc déposé en avril 2000 par cette société-là. Le titre du brevet, c'est parasol ou parapluie à toile amovible. Et le contenu de ce brevet, c'est une solution technique qui permet, sur une structure ou un squelette, on va dire, de parapluie, de changer la toile, de pouvoir personnaliser la toile à l'aide d'un certain nombre de scratchs. Voilà. Aujourd'hui, un brevet, ça ressemble à ça. Vous avez sur la colonne de gauche une première page qui rassemble un certain nombre de données bibliographiques, dont un titre, un dessin, résumé, le déposant, la date de dépôt, un certain nombre de numéros qui sont générés par l'INPI, organisme qui enregistre ces brevets d'invention. Donc une première page de ce type-là. Quand on tourne cette première page, démarre une description, c'est la colonne du milieu. Cette description, elle peut faire 2 pages, 3 pages, 5 pages, 10, 50, 100 pages. Ça dépend de la complexité, de l'invention. Et cette description est agrémentée d'un certain nombre de dessins. Colonne de droite, alors souvent dans 98% des brevets, on a des dessins. Ces dessins permettent d'expliquer d'une manière plus claire, ou du moins d'aider la description à expliquer l'invention d'une manière très claire. Donc, aujourd'hui, ça ressemble à ça, un brevet d'invention. À la fin de la description, on va demander au déposant de tourner la page, de reprendre son crayon et d'écrire ce que lui estime comme étant vraiment nouveau dans tout ce qu'il a raconté. Et le brevet portera sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, un brevet, ça ressemble à un texte de ce type-là, un texte qui fait des fois plusieurs dizaines de pages. Plusieurs dizaines de pages. Ce brevet protège une innovation technique
c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. Donc là, vous n'avez pas compris que je protège quelque chose de technique, je ne sais pas comment faire. Euh, En tout cas, retenez bien qu'on verse dans le domaine technique. Encore une fois, on va chercher à savoir si vous avez inventé une solution technique à un problème technique. Il faut les deux. Alors, on ne protège pas les idées, mais les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser. Ça, je reviens à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un monopole d'exploitation sur un territoire pour une durée maximale de 20 ans. Voilà. Alors ça, c'est une donnée importante. Hein. On est à 20 ans max. 20 ans maximum, je dis bien maximum. Ce n'est pas un ticket de 20 ans automatique. Pourquoi ce n'est pas un ticket de 20 ans automatique? Parce que pour ce qui concerne les brevets d'invention, il y a une taxe de maintien en vigueur à payer tous les ans à l'INPI. Si vous arrêtez de payer, votre brevet tombe dans le domaine public. En moyenne, un brevet aujourd'hui reste en vigueur 7 à 8 ans. Après, le déposant décide d'arrêter de payer. Pourquoi? Parce qu'il a remplacé la technique qu'il a protégée par une autre, parce que le produit qui est protégé, ben, il ne le vend plus, ou pour toute autre raison. Donc, 20 ans, c'est le max. Il y en a qui vont jusqu'à 20 ans, bien sûr. Et le principal exemple que je peux vous donner de déposants qui poussent la protection jusqu'au maximum possible, c'est-à-dire 20 ans, ce sont les laboratoires qui développent des médicaments. Hein. Votre médicament, le médicament qui vient d'être développé, qui permet de soigner telle ou telle pathologie, va se retrouver sur le marché à un prix relativement important, pendant la durée de protection du brevet, et au bout de cela, lorsque les 20 ans sont arrivés, bah, ce médicament il devient un médicament générique, terme que vous connaissez bien, devient un médicament générique et est proposé beaucoup moins cher dans les différentes pharmacies. Pourquoi? Parce que tous les génériqueurs vont se battre pour le fabriquer. Donc il y aura de la concurrence. Avant, il n'y en avait pas pendant le brevet. Monopole. Le laboratoire va dire, mettre la marge qu'elle souhaite sur son produit, et en tout cas la marge qui va permettre de couvrir ses frais de recherche. Une fois que le brevet est tombé dans le domaine public, eh ben, le monopole tombe, et ce sont tous les génériqueurs qui prennent la place et qui vont se battre pour proposer ce produit-là. Et donc à beaucoup moins cher. 20 ans max. Le critère principal, la nouveauté. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque j'ai commencé à répondre à la question qui m'était posée. Euh, Déposer un brevet, ça suppose déposer une solution technique qui, pour l'instant, n'existe pas sur notre belle planète bleue. Hein. Qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il doit être nouveau. Le critère principal, c'est la nouveauté. L'INPI va vérifier cela. Il y a un examinateur de l'INPI qui va prendre le texte que vous déposez et qui va le décortiquer pour savoir si ça n'a pas déjà existé quelque part dans le monde. C'est l'étape décisive, hein, lorsqu'on dépose un brevet, bien sûr. Critère principal, la nouveauté. La contrepartie, la publication. Voilà, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, un brevet est publié. Hein. Il ne peut pas rester secret. Voilà. Voilà pour les aspects les plus importants. Là, hein, petite illustration des principaux déposants de brevets en France. Bon, vous les connaissez tous. Hein. C'est l'automobile, c'est l'aéronautique, c'est la recherche. Hein, c'est des baléos, le CEA, CEA, pardon. Stellantis, Safran, le CNRS, Renault, enfin, voilà. Tous ces gens-là, vous voyez, ils se font une petite battle tous les ans pour être premiers. Euh, les dernières statistiques de l'INPI datent effectivement de 2022. Safran dépose 931 brevets par an. Alors, vous imaginez la collection au fil des ans. Il y a bien une date limite, hein, encore une fois, hein, il y a 20 ans max en tout cas. Mais Safran a un portefeuille énorme hein, de brevets, bien évidemment. Et il y en a près de 1000 qui arrivent tous les ans dans leur portefeuille. Dernière petite notion sur le brevet avant de passer à la marque. Euh, Combien ça coûte? Alors, le combien ça coûte suppose pour moi de faire une petite aparté et vous dire que
le brevet tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, petit exemple que je vous ai présenté tout à l'heure, là, je vous ai dit, un brevet, c'est un petit document qui fait 10, 50, 100 pages. Ce document-là, c'est la rédaction de ce document-là, c'est pas vous qui l'avez fait. En plus de 30 ans d'expérience maintenant, je n'ai pas, pas d'exemple à vous donner d'un acteur qui a déposé son brevet lui-même, qui a rédigé son brevet lui-même et qui a réussi à exploiter son titre de propriété. Qui réussit, on va dire en tout cas, un retour sur investissement. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut faire appel à des spécialistes. Les spécialistes, ce sont des conseils en propriété industrielle. C'est assez proche du métier d'avocat. Mais c'est un métier réglementé, donc la liste est publiée par l'INPI. Vous allez trouver tous les noms sur le site de l'INPI. C'est un conseil en propriété industrielle qui, à partir de votre idée que vous allez décrire, va convertir cette idée dans un brevet d'invention le plus efficace possible pour vous. Voilà. Et c'est ça qui coûte cher. L'appel, pas un ami, l'appel à un avocat. Là, hein, cet avocat-là va vous coûter 5 000 € pour déposer un brevet en France. Sur ces 5 000 €, juste effectivement pour illustrer les choses, la taxe INPI pour déposer le brevet, c'est 270 €. Voilà. Tout le reste, ce sont des honoraires de conseil en propriété industrielle. Donc, bien évidemment, si là, je remets peut-être ma casquette CCI, bah, lorsqu'on fait cet investissement-là, il faut imaginer un retour sur investissement, évidemment. Parce qu'on ne va pas mettre 5 000 € là, et voilà, il faut imaginer un retour sur investissement. Donc, voilà pour combien ça coûte. Voilà pour les aspects techniques, le brevet d'invention. Je vous propose de passer à la marque cette fois. La marque, c'est un signe qui sert à distinguer les produits, vos produits, de ceux de vos concurrents. Voilà à quoi ça sert. Et voilà à quoi ça ressemble dans le bulletin officiel. Parce qu'une marque aussi est publiée, bien évidemment. Voilà à quoi ça sert. Et vous avez ici, encore une fois, sur 3 colonnes, les 3 types de marques qui peuvent exister aujourd'hui en France. J'en rajouterai quelques-unes à la fin, mais ça reste marginal. Vous avez 3 catégories. Si on prend la colonne de droite, vous avez une marque qui a été déposée par Arnaud Cacao. La marque qu'Arnaud Cacao a déposée, c'est Crotte de licorne. Et Crotte de licorne est une marque dite verbale. Pourquoi? C'est une marque verbale parce qu'elle est constituée de mots ou de lettres, et de lettres en particulier. Et lorsqu'Arnaud Cacao a déposé cette marque-là, lorsque l'INPI lui a demandé mais quelle marque souhaitez-vous déposer, Arnaud Cacao a utilisé le clavier de son ordinateur pour indiquer la marque qu'il souhaite proposer. Et cette marque, c'est Crotte de licorne. Ça, c'est une première catégorie de marques. Ce sont les marques dites verbales. Colonne de droite. Colonne de gauche, vous avez la deuxième catégorie. Là, ce sont des marques figuratives. Alors, il s'agit bien d'une marque française, là, hein, mais la marque qui a été déposée, ce sont des signes chinois. Bon. Ces signes chinois ont une signification en Chine, et en tout cas en chinois, mais pas en France. Hein. Donc, cette marque-là, lorsqu'on a demandé à la société civile du château Montlabert, qui est le déposant de cette marque-là, quelle est la marque qu'il souhaite déposer, ah ben là, il n'a pas pu utiliser le clavier de son ordinateur pour répondre à cette question-là. Donc, ce qu'il a fait, il a téléchargé un fichier image que vous voyez ici sur la reproduction du bulletin officiel. Donc là, on est sur une marque figurative. Ce n'est qu'un dessin en France. Autre exemple de marque figurative, évidemment, la virgule de Nike et ou les 3 bandes d'Adidas. Hein. Ce sont des marques figuratives, ce n'est qu'un dessin. Mais ce dessin-là sert à distinguer vos produits ou les produits de Nike des produits des autres fabricants. Et vous avez la troisième catégorie, celle du milieu. Alors là, on mixe les deux. Hein. On a une partie verbale, sweet hem, et une partie figurative, hein, un petit dessin d'une plante ou de feuilles qui vient agrémenter cette partie verbale. Donc là, on est colonne du milieu, on est vraiment dans l'aspect logo d'entreprise, logo
d'une quelconque quantité. On est sur ce qu'on appelle une marque semi-figurative, hein, qui mixe un peu l'aspect figuratif et l'aspect verbal. Donc voilà, vous avez les trois catégories essentielles des marques qui peuvent être déposées aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on va plus loin, hein, en termes de marques, hein. On peut aller plus loin que ça. Et en particulier, je peux évoquer avec vous aujourd'hui les marques sonores, une petite musique, hein. La petite musique que vous entendez sur les quais SNCF avant que la douce voix vous indique ce qui va se passer sur les rails, cette petite musique est déposée à titre de marque par la SNCF. Hein. Si vous disposez d'un ordinateur Windows, que vous allumez cet ordinateur Windows, lorsqu'il a enfin fini sa procédure de démarrage, il va y mettre une petite musique vous indiquant, ça y est, tu peux revenir, je suis démarré, je suis à ta disposition pour travailler. Cette petite musique est aussi déposée à titre de marque. Donc, lorsqu'on parle d'un signe qui permet de distinguer vos produits des produits de vos concurrents, on n'est pas seulement sur ces trois catégories que je viens de vous décrire, on peut aussi imaginer un signe sonore. La chose importante que j'évoque maintenant avec vous, toujours avec ce support de ces trois exemples-là, c'est ce qu'on appelle la spécialité de la marque. Lorsqu'on dépose une marque, on dépose une marque pour des produits et des services déterminés. Je reprends mon exemple de crotte de licorne, colonne de droite. Arnaud Cacao a déposé crotte de licorne pour des pâtisseries, des confiseries, des biscuits, des gâteaux, des biscottes, des sucreries, des chocolats, préparation faite de céréales et des bonbons. Voilà pourquoi Arnaud Cacao a déposé sa marque crotte de licorne. Moi, demain, j'ouvre un magasin de vêtements. J'accroche mon enseigne et je choisis crotte de licorne. Eh ben, j'en ai tout à fait le droit. Parce que je ne viens pas marcher sur les plates-bandes d'Arnaud Cacao qui a déposé crotte de licorne pour essentiellement des aliments, hein, des produits qu'on mange. Alors moi, je fais du vêtement, je suis complètement à côté. En tout cas, Arnaud Cacao ne pourra pas venir me titiller avec une action en contrefaçon. Arnaud Cacao va pouvoir agir en contrefaçon vis-à-vis d'un acteur qui utiliserait crotte de licorne ou un terme proche pour de la pâtisserie, des confiseries, du biscuit, ou en tout cas pour quelque chose qui se mange. Là, il va pouvoir agir. Mais si moi je fais que du vêtement, ben non, il ne va pas pouvoir agir contre moi. Donc il y a toujours cette dualité, c'est ce couple entre le signe que l'on protège et les produits et les services que l'on a désignés pour cela. Hein. Colonne de gauche, Société civile du Château Mont-Labert, ils ont déposé ces trois signes chinois pour des boissons alcoolisées, les vins. Hein, c'est leur business, ça. Voilà. Donc moi, je reprends ces trois signes-là et je sais pas, j'ouvre un magasin de coiffure ou j'ouvre une société de services en informatique. Voilà. Je peux reprendre ces trois signes-là. La société civile du Château Mont-Labert ne pourra pas agir en contrefaçon contre moi. Cette société va pouvoir agir contre moi si je commence à utiliser ce signe-là pour des boissons. Là, ça commence à être compliqué pour moi. Hein, donc là, je risque une action en contrefaçon. D'accord? Donc, retenez bien ce couple dans les marques. On va protéger un signe pour des produits et services que l'on va désigner. Cette spécialité de la marque, c'est quelque chose de fort et de vrai pour 99,9% des marques qui sont déposées. Alors vous allez me dire, il en reste quelques-unes là, pour aller à 100%, là, il en reste quelques-unes. Alors ces quelques-unes, on les connaît tous. Ce sont les marques dites notoires. Toutes les marques de luxe, hein, les Chanel, les Gucci, les marques Peugeot, Renault, enfin bon, toutes les marques, on va dire qu'un peu tout le monde connaît. Ces marques-là sont juridiquement rentrent dans la catégorie des marques notoires et de ce fait, sont protégées pour tous les produits et tous les services.
Voilà, c'est un régime particulier qui est accordé aux marques notoires. Alors, soyons clairs, hein, sur ces marques notoires sont donc intouchables, quel que soit le produit, quel que soit le service. Intouchables. Je ne peux pas ouvrir un kebab chez Chanel, hein, c'est pas possible ça. Hein, je vais avoir des problèmes avec Chanel, hein, parce qu'ils vont arguer de la notoriété de leur marque. Et par ce biais-là, ils vont dire que c'est de la contrefaçon. Et ils ont raison. Hein. Donc ne touchez pas à toutes ces marques-là. Ne touchez pas à toutes ces marques-là. Hein, parce qu'elles sont notoires et donc protégées pour tous les produits et tous les services. Pour le reste, et pour 99,9% des marques, on est dans cette catégorie-là que j'évoque avec vous, c'est-à-dire la spécialité de la marque. Une marque est déposée pour des produits et services déterminés. Ce que je vous propose aussi, alors là il faut être de ma génération pour se rappeler de ça. Mais là, c'est juste une petite illustration, très rapide. Petite illustration rapide, c'est une émission de télé qui existait à une certaine époque qui s'appelait Culture Pub et dont le business était de présenter des spots publicitaires de par le monde, spots un peu originaux, marrants. Hein, voilà. Une émission que je regardais fréquemment. Et le générique de cette émission, c'était ce que je vous propose là, à l'écran. Hein, c'était une succession de logos, hein, mais ils ont remplacé la partie verbale que j'ai évoquée tout à l'heure par soit culture, soit pub. Mais ceci dit, vous pouvez remplacer la partie verbale d'un logo très connu, vous allez reconnaître tous ces logos-là. Vous allez savoir que là, il y a Seb, il y a Pepsi, il y a Evian, il y a Citroën, il y a BP, il y a Carrefour. Vous les reconnaissez cette marque, vous n'allez même pas lire, même pas lire la partie verbale. Ça, c'est simplement pour illustrer la force et la puissance que peut avoir une marque. Hein, c'est surtout à ne pas négliger lorsqu'on est dans une démarche de création d'entreprise ou de service. C'est quelque chose à ne pas négliger parce que ça a une puissance folle. Et aujourd'hui, si vous voulez, je vous rappelle l'exemple que je vous évoquais tout à l'heure, Blablacar. Blablacar, le principal actif de Blablacar, c'est sa marque. C'est sa marque qui vaut de l'argent, si vous voulez. Hein, c'est pas forcément son application, c'est sa marque. C'est pareil pour Coca-Cola. Coca-Cola, il y a un cabinet londonien qui s'amuse à estimer la valeur de la marque tous les ans. C'est astronomique. Astronomique. Donc, ça, c'est simplement pour évoquer avec vous et échanger avec vous sur ouais, la puissance que peut avoir la marque dans le développement d'une entreprise. Si je résume maintenant les principaux attributs de la marque, elle sert à distinguer les produits et services de ses concurrents. Voilà. C'est un monopole d'exploitation sur le territoire pour une durée de 10 ans renouvelable indéfiniment. On est là sur un titre qui n'a pas de fin. Hein, le brevet a une fin, 20 ans. Je vous rappelle. Là, on n'a pas de fin. C'est indéfini. Si vous renouvelez votre marque tous les 10 ans, elle peut durer des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, on en connaît tous des marques qui sont centenaires, voire plus. Donc, là, c'est une caractéristique tout à fait particulière de la marque. Elle a une durée complètement indéfinie. Il faut juste penser à la renouveler tous les 10 ans. Et un petit volume. Voilà. 113 000 marques déposées par an. Hein. Aujourd'hui, les derniers chiffres, il faudrait que je mette à jour ce truc-là, mais on est plus à 120, 125 000. On est vraiment sur des volumes assez importants, de marques. Je reviens rapidement là-dessus, parce que j'aimerais répondre maintenant à la question que j'avais mise sous ma souris tout à l'heure. Voilà. La question était, ouais, mais comment je fais pour vérifier la disponibilité de ce que j'ai imaginé, et en particulier du terme que j'ai imaginé pour baptiser mon entreprise, mon produit, mon service. Ce que je vous propose, si vous voulez, et la conduite à tenir est une conduite, si vous voulez, en 3 temps. Il y a 3 temps à cela. C'est important, déjà, avant de rentrer dans ces 3 temps, c'est extrêmement important de vérifier que le nom que vous avez imaginé n'est pas déjà utilisé par un quelconque acteur sur le marché que vous visez. C'est extrêmement important
parce que on a ici dans le service tous les ans, des acteurs qui viennent nous voir en nous disant, ben, écoutez, j'ai reçu lettre recommandée d'un avocat obscur parisien qui me dit que je fais de la contrefaçon et qu'il faut que j'arrête tout de suite, qu'il faut que je change de nom tout de suite. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben, on va dire 9 fois sur 10 ce courrier-là, juridiquement parlant, il est étayé. Hein. Donc oui, c'est de la contrefaçon parce qu'on n'a pas vérifié que le nom qu'on va utiliser est effectivement disponible. Donc c'est très, très, très important de le faire. Alors, ça ne suffit pas de déposer une marque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'INPI ne vérifie pas la disponibilité de la marque. Si vous allez sur les registres INPI et que vous tapez un nom, vous allez certainement être surpris de trouver 15 fois la même marque déposée. Mais c'est tout à fait possible parce que l'INPI ne vérifie pas, ne fait pas le ménage à l'entrée. Voilà. Il ne fait pas le ménage à l'entrée et ce qui vous amène, vous, en tant que créateur et éventuellement déposant de marque, à vous dire, et c'est à vous de faire la police, parce que l'INPI ne le fera pas. Donc c'est extrêmement important. Alors maintenant, dans la pratique, comment on fait? Alors, l'INPI met en place un certain nombre d'outils, et en particulier une base de données qui est libre d'accès, que vous y accédez en tapant data.inpi.fr et vous allez tomber dans une base de données qui va regrouper euh, quatre éléments, on va dire. Le premier élément est évidemment les marques qui ont déjà été déposées jusqu'alors. Et la première étape de la vérification d'une disponibilité de nom passe par là. Il faut vérifier que le nom que vous avez imaginé n'est pas déjà déposé par quelqu'un pour une activité proche de celle que vous envisagez, bien sûr. Hein. Je vous rappelle la spécialité de la marque tout à l'heure. Hein. Donc, lorsque vous allez aborder cette base de données, vous allez trouver évidemment les marques qui ont été déposées, mais vous allez aussi trouver l'information des produits et des services qui sont associés à ce dépôt. Première étape, data.np.fr, rubrique marque. Vous cherchez si ce que vous avez imaginé est déjà déposé à titre de marque. Lorsque vous faites cette recherche, bien sûr, essayez d'écrire l'idée que vous avez en tête avec tous les orthographes possibles, si vous voulez, hein, évidemment. C'est d'élargir un petit peu votre recherche. Alors ça, c'est la première étape, l'étape pour moi la plus importante, parce que une marque a, en tout cas en France, parce qu'on parle de France aujourd'hui, une marque a en France une portée nationale. Peu importe que ce soit un Breton qui ait déposé cette marque, hein, peu importe, elle a une valeur tout aussi importante en Bourgogne-Franche-Comté qu'en Bretagne. Elle a une valeur nationale. Donc la première étape, c'est ça. La seconde étape se fait au même endroit. data.impi.fr, mais cette fois, vous allez sur la rubrique Registre national des entreprises, ce qu'on appelait le RCS avant. C'est la Chambre de commerce qui s'occupait de ça avant. Maintenant, c'est l'INPI qui s'occupe de ça, tenir ce registre-là. Et là, l'idée, à travers cette vérification étape 2, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas une entreprise qui utilise déjà le terme que j'ai imaginé en tant que nom commercial, raison sociale, enseigne ou quelconque autre attribut. Et là encore, bien sûr, dans une activité qui est proche de la mienne. Hein. Parce que si je veux faire de la coiffure et que je trouve un restaurant, bon, ça va pas, c'est pas embêtant. Pas embêtant. Donc la deuxième étape, c'est d'aller explorer ce registre national des entreprises pour vérifier que personne n'utilise déjà ce terme pour une activité proche de celle que vous envisagez. Par contre, sur cette seconde étape euh, il y a ce problème de territorialité. Je m'explique. Vous souhaitez ouvrir je sais pas, un restaurant, un restaurant ici, en Bourgogne-Franche-Comté. Or, ce restaurant existe déjà, le nom en tout cas, existe déjà du côté de, allez, Marseille. Parlons de Marseille. Il existe déjà du côté de Marseille. Je précise bien, la marque n'est pas déposée. Hein.
parce que c'est encore une chose, c'est pas une obligation de déposer la marque. Hein. La marque n'est pas déposée. Donc, le restaurant marseillais, oui, utilise cette enseigne-là depuis plusieurs années. Mais cette enseigne-là, si vous voulez, le restaurant, on va dire, a une protection sur cette enseigne-là, mais sur sa zone de chalandise, sur ses clients. Alors, un restaurant a une zone de chalandise autour de lui, on va dire relativement restreinte, mais en tout cas qui ne va pas déborder jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est certain. Donc, quelque part, est-ce que c'est embêtant, pas embêtant le jour J, c'est certainement pas embêtant. Sauf si le restaurant marseillais décide à un moment donné d'ouvrir un réseau de franchise et de commencer à ouvrir des restaurants dans tous les coins avec le même nom. Et là, vous allez être embêté. Sauf si la zone de chalandise de cette entité marseillaise, alors on va peut-être parler d'autre chose que d'un restaurant, mais prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de notoriété. Et d'un coup, votre clientèle et la clientèle de celui qui utilisait le terme auparavant commencent à se croiser. Et les problèmes commencent. On ne sait plus si c'est les produits de vos produits ou les produits de votre concurrent marseillais. Donc, malgré tout, sur cette deuxième étape, même si hein, ce que vous avez pu identifier est une petite entité du côté de Brest ou de Marseille ou de Nice, soyez prudents quand même. Soyez prudents quand même. Aujourd'hui, ça peut ne pas être embêtant pour vous, hein, l'utilisation de ce terme-là, mais demain, ça peut. Donc, deuxième étape, le registre national des entreprises. Troisième étape, alors là, on est plein numérique, hein, on en plein dans le numérique. Il faut bien sûr vérifier que vous pouvez enregistrer le nom de domaine dans l'extension que vous souhaitez. Et bien entendu, il s'agit de vérifier avec les moteurs de recherche classiques si le terme que vous avez imaginé n'est pas déjà utilisé quelque part par quelqu'un, évidemment. Il y a le registre des marques, c'est sûr, il y a le registre national des entreprises, c'est sûr, mais il faut compléter cette recherche en utilisant les moteurs de recherche classiques pour voir si quelqu'un n'est pas déjà un acteur du domaine, de votre futur domaine, avec un nom similaire. Voilà. Donc voilà ces trois étapes-là. Une fois que vous avez fait ça, si vous faites ça correctement, vous avez éliminé l'essentiel des risques. Voilà, l'essentiel des risques. Vous n'avez pas éliminé tous les risques. Ça, c'est une petite remarque que je fais là maintenant. Hein. Il n'existe pas le juriste qui va vous dire, monsieur, madame, vous pouvez utiliser ce terme-là en toute tranquillité, j'en suis le garant. Non, ça n'existe pas, ça. Hein. Il y a toujours un risque. Ce qui est essentiel pour vous, c'est d'éliminer les 99% des risques que vous pouvez éliminer. Donc, si vous faites correctement ces trois étapes-là, vous arrivez à une dénomination qui est disponible. À ce moment-là, déposez la marque. Prenez place, prenez date, déposez la marque. Déposer une marque, ça va vous coûter 190 euros, plus 40 euros par domaine différent que vous souhaitez viser. Voilà. En moyenne, on est à 250 euros, entre 250 et 300 euros pour déposer une marque. On n'est pas du tout dans les mêmes eaux que le brevet d'invention, là. Hein. On est plutôt dans la centaine d'euros plutôt que dans les milliers d'euros. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, mais si vous arrivez à imaginer un terme qui est disponible, déposez la marque, prenez place, réservez-vous ce terme-là pour votre domaine d'activité. Hein. J'aurais tendance à vous dire, ne tardez pas trop, quoi, hein, parce que, je vous répète, il y a 120 000 marques qui sont déposées par an. Le principe du premier déposé, premier servi existe aussi hein, en droit sur cet aspect-là. Le conseil maintenant que je peux vous donner en parallèle à tout cela, c'est soyez créatif. Soyez créatif.
avec tout ce qui existe, l'essor du numérique depuis quelques dizaines d'années, toutes les auto-entreprises qui peuvent exister, voilà. Bref, trouver un terme disponible, c'est très, très, très compliqué. Euh, donc, il faut être original. Soyez original. Excluez de votre réflexion tous les termes qui décrivent votre activité, tous les termes qui sont relatifs à votre activité, qui correspondent à votre activité. Trouvez quelque chose de vraiment original. Et là, vous allez pouvoir déposer une marque tout à fait déjà pertinente et qui aura une valeur. Et je reprends encore une fois mon exemple Blablacar, la marque Blablacar, qui est un composé de termes que l'on connaît. Il y a une signification intellectuelle derrière Blablacar, même si ce n'est pas un mot du dictionnaire. Il y a une vraie originalité dans cette démarche-là, cette démarche créative de marque. Il y a une vraie originalité. C'est un peu l'exemple qu'il faut suivre pour pouvoir arriver à quelque chose de très original. Et si vous arrivez à quelque chose de très original, vous aurez une marque forte qui pourra être valorisée. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. J'ai quelques questions, Eric. Allons-y. Quand est-ce qu'une marque devient notoire? Ah, ça c'est une bonne question. C'est l'usage qui fait que. Voilà, c'est l'usage qui fait que, à un moment donné, lorsque le titulaire d'une marque estime que sa marque est notoire et engage une action en contrefaçon contre un concurrent, eh bien, le tribunal va ordonner une enquête d'opinion, hein, une enquête de notoriété faite par des organismes d'enquête, hein, IFOP et autres, qui va sillonner les rues et qui va interroger le Pékin moyen pour lui dire est-ce que tu connais cette marque-là? Et qui va rendre un rapport en disant ben, c'est une marque notoire ou ce n'est pas une marque notoire. Donc clairement, on va faire ce type de démarche-là pour le déterminer. Ce qu'on évoque en ce moment, français, mais comment ça se passe à l'étranger? À l'étranger, le droit est assez équivalent à celui que l'on a en France. Il y a à l'étranger, dans les principaux pays industrialisés, un régime équivalent à ce qu'on appelle en France les marques notoires. Hein, donc on est vraiment dans quelque chose que l'on peut comparer. Alors je ne peux pas ici ce matin rentrer dans les détails comparatifs de ce qui peut se passer en Allemagne, en Suisse ou je ne sais où, mais ceci dit, on est sur un régime qui est assez équivalent, un droit des marques au sens peut-être plus large qui est assez équivalent aussi, et même des durées de protection, hein, je vous ai dit 10 ans renouvelables indéfiniment, qui sont assez communes aussi aux différents pays industrialisés. Alors, j'ai une autre petite question. Je crée des doudous en fibre textile avec de la laine et du coton. Est-ce que je détaille dans le dépôt? Alors, des doudous. Des doudous, évidemment, des pots de marque. Ce que vous allez viser dans votre dépôt de marque, euh, c'est la catégorie des jouets. On va viser les catégories des jouets, on va viser la catégorie des articles pour enfants. On va éventuellement viser le textile, parce qu'on est dans le domaine du textile. Euh, et avec ça, on devrait être pas mal. Hein. Voilà ce qu'on peut viser lorsqu'on dépose une marque pour des doudous. Euh, Lorsqu'on cherche effectivement à identifier quels sont les produits et les services qu'il faut que je protège, on va évidemment viser les doudous, hein, mais on va essayer d'élargir un peu, voilà, élargir un peu à d'autres choses pour généraliser un petit peu les choses. Il n'est absolument, alors je vais faire une petite réflexion complémentaire, il n'est absolument pas pertinent d'aller viser la restauration, par exemple, hein, ou les vins, hein, comme pour l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, hein, parce qu'il existe en droit des marques ce qu'on appelle la déchéance. Hein. Si vous n'utilisez pas votre marque dans un secteur déterminé pendant une durée euh, ininterrompue de 5 ans, quelqu'un d'autre peut prendre la place. Voilà. Donc, oui, alors par contre, par rapport à votre question, oui, il y a une réflexion préalable avant de vous retrouver devant l'interface
INPI pour déposer votre marque, il y a une réflexion à mener sur quels sont les produits et les services que je souhaite protéger. Et sur un petit papier, quelque part, il faut les lister avant de déposer, c'est certain. Le principe étant évidemment d'essayer de globaliser un petit peu le produit que je souhaite protéger, en essayant d'ouvrir un peu le spectre. Hein. Ceci étant dit, on rentre là dans la mécanique de dépôt. On peut aussi, le moment venu, vous apporter un conseil. Hein. Moi ou ma collègue Anne-Marie Vieux, qui est spécialisée dans le domaine, on peut vous aider aussi à déterminer ces produits et ces services qu'il faut protéger. Alors, j'ai une dernière petite question, puis après on continuera sur les autres thématiques. C'est un de nos auditeurs qui nous dit, je crée des objets en bois en prenant du bois que je prends par exemple dans la forêt et je trafique pas la forme, hein. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, si ça ressemble à une lampe, je le transforme en lampe, si ça ressemble à un cep de vigne, je le transforme en je sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux protéger là-dessus? Je modifie pas la forme, hein, grosso modo, et je m'adapte aux produits existants. Alors, je m'adapte aux produits existants. Alors, c'est sûr que on parle en entrée, on a un bout de bois qu'on trouve en forêt et que malgré tout, vous allez transformer. Malgré tout, vous allez transformer, même si quelque part la forme originelle de ce produit-là, vous n'allez pas la modifier. Hein, vous la trouvez comme ça, vous l'utilisez comme ça, vous l'agrémentez par exemple. Imaginons la lampe, hein, prenons cet exemple précis. Donc, vous allez y apporter un aspect créatif sur peut-être l'ampoule, ce qui va entourer l'ampoule, un aspect électrique. Quelque part, ce qu'on peut imaginer là-dessus, c'est un droit d'auteur sur un produit de ce type-là. Moi, je vois le droit d'auteur sur un produit de ce type-là. Pourquoi je vois plutôt un droit d'auteur plutôt qu'un dessin et modèle? Parce que l'idée n'est pas de reproduire en X exemplaires le même produit. Vous êtes plutôt dans une démarche, entre guillemets, artistique, qui est, voilà, je m'inspire d'un produit existant en forêt, je le ramasse comme ça et je vais le transformer. Maintenant, il y a malgré tout, dans cette démarche que vous faites, un aspect créatif, même si encore une fois, vous n'allez pas travailler le bois, vous n'allez pas changer la forme de ce bout de bois, il y a malgré tout un travail créatif, à mon sens, hein, vu de ma fenêtre, il y a malgré tout un travail créatif, et ce travail créatif est protégé par un droit d'auteur. Euh, est protégé par le droit d'auteur. Alors, je profite de votre question pour vous amener et puis vous indiquer peut-être une chose que je n'ai pas encore évoquée jusque-là. Euh, Lorsqu'on dépose une marque, un dessin modèle ou un brevet, il y a une rubrique à l'INPI pour ça. Vous créez un compte et puis vous rentrez dans un cycle qui va vous demander des renseignements successifs pour déposer votre marque, déposer votre dessin et modèle, déposer votre brevet. Mais vous n'avez pas de rubrique déposer un dessin et modèle. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'en droit, un dessin et modèle, un droit d'auteur, attention, il ne faut pas que je me trompe, un droit d'auteur, hein, soyons bien clairs, un droit d'auteur ne suppose pas un dépôt formel à l'INPI ou ailleurs. Hein, le droit d'auteur naît dès la création de l'œuvre. Si vous, monsieur, avec votre bout de bois, vous travaillez à la conception d'un luminaire, hein, que voilà, vous avez terminé ce luminaire, il y a une petite lumière qui va s'allumer au-dessus de votre tête, un droit d'auteur vient de naître. Voilà. Vous êtes titulaire d'un droit d'auteur. Et si quelqu'un d'autre venait à trouver votre lampe suffisamment créative et intéressante et se mettait à dupliquer quelque part ce produit-là, vous seriez en droit d'attaquer cet acteur-là en contrefaçon en disant non, 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 moi j'ai un droit d'auteur sur cette lampe-là, tu n'as pas le droit de la reproduire et de la vendre, hein, parce que cette création m'appartient. Ce concurrent, la première chose qu'il va faire, il va se retourner vers vous et il va vous dire, monsieur, prouvez-moi que vous êtes bien le créateur de cette lampe-là. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de dépôt formel. Alors, il va bien falloir une autre preuve. Et là, l'INPI a un outil qui marche très bien pour ça et qui, dans votre secteur d'activité, est tout à fait pertinent, hein, qui s'appelle l'enveloppe Solo, S-O-L-E-A-U.
Aujourd'hui, elle est complètement numérisée. Hein, et l'idée, c'est à partir d'une reproduction, par exemple une photo hein, de votre langue, de votre création, une photo, vous allez uploader cette photo dans une enveloppe solo et vous allez recevoir de la part de l'INPI un accusé de réception avec une date. Et c'est cette preuve-là que vous allez mettre en avant le jour où vous allez mener une action en contrefaçon contre un concurrent. Voilà. Donc moi, quelque part, les bonnes pratiques dans une activité telle que la vôtre, j'entends bien qu'à chaque fois, c'est un produit différent. De temps en temps, une fois par an, par exemple, une fois tous les 6 mois, ça dépend du volume de vos créations. Mais, voilà, toutes les reproductions de vos créations, toutes les photos, hein, vous en faites un document PDF, vous en faites ce que vous voulez, vous en faites en tout cas un document numérique, et vous déposez ça en tant qu'enveloppe solo à l'INPI pour pouvoir arguer une date de création et une appartenance. Cette enveloppe solo, elle coûte 15-20 euros. Hein, c'est vraiment pas. Mais par contre, effectivement, dans l'activité que vous m'avez sommairement décrite, en tant que bonne pratique, je verrais bien ça, moi. Voilà. Et tu peux faire un envoi groupé dans la même enveloppe de plusieurs produits. Oui, Ouais. oui, oui. Il n'y a pas besoin d'une enveloppe par création. Hein, moi, je vois bien peut-être un dépôt régulier avec les créations de l'année ou du semestre, hein, par exemple. Par exemple. Donc voilà ce que je vois sur une création de ce type-là. Ok, pour l'instant, on est à peu près bon dans les questions. Très bien. Euh, Je passe au modèle alors. Le design modèle, on a vu la marque, on a vu le brevet d'abord, on a vu la marque. On passe au modèle. Le modèle, on va protéger l'apparence d'un produit, ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture. C'est ça que l'on protège. Rappelez-vous, la bouteille de Coca-Cola, la forme de la bouteille de Coca-Cola, euh, la monture de lunettes ou le dessin d'une voiture, bien sûr. On protège l'aspect visuel, l'aspect extérieur, le contour. Voilà quelques exemples de ce qui est déposé de ce qui a été publié au bulletin officiel. Vous avez colonne de gauche, la bijouterie qui est friand de ce mode de protection. Euh, tout ce qui est bagage aussi, hein, toutes nos marques de luxe, Chanel, Gucci et autres, sont des friands, évidemment, du dessin et modèle parce que les sacs qu'ils peuvent créer et proposer, l'originalité, c'est bien sûr dans ses lignes et ses contours. Hein. Donc c'est bien dans ce domaine-là que l'on verse. L'ameublement est aussi friand de cette protection-là. Les lunettes, hein, je l'ai déjà cité. Donc voilà, là où l'originalité va se nicher dans la forme du produit. Les principales caractéristiques, on dit dessin et modèle, dessin 2 dimensions, modèle 3 dimensions. C'est un monopole d'exploitation pour une durée minimale de 5 ans, renouvelable 4 fois. Alors 5 plus 4 fois 5, ça fait 5 fois 5 égale 25. Donc on a encore une fois une date limite. On a 25 ans. Il faut penser à renouveler tous les 5 ans, mais on a une date butoir, 25 ans. Et une condition, hein, être nouveau, avoir un caractère propre, c'est un peu le pendant hein, de la nouveauté pour le brevet. On veut une originalité là-dedans. Hein. Il ne s'agit pas de déposer un dessin et modèle sur une forme tout à fait banale, parce que sinon, ce dessin et modèle n'aura qu'une valeur toute limitée. Donc voilà. Après, en termes de dépôt, on est beaucoup moins que la marque. On est plutôt à 6-7 000 dépôts par an. On est sur quelque chose qui est moins utilisé, clairement, moins utilisé. Et enfin, je termine par le droit d'auteur. On protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques, plastiques, les logiciels, l'art appliqué, les créations de mode.
Et là, le titulaire bénéficie de droits allant jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. On appelle 70 ans post-mortem. Donc, c'est une durée relativement significative. Elle est longue, mais il y a une durée, mais il y a une limite. Hein, il y a une limite. C'est pas comme la marque où là, il n'y a pas de limite. Tant qu'on renouvelle, c'est possible. Là, il y a une limite. Elle est longue, soit, mais il y a une limite. Donc, 70 ans post-mortem. Euh, Toujours un critère, l'originalité. Hein. Et la contrainte que j'ai évoquée en répondant à la question précédente, la preuve de date de création avec l'outil, si vous voulez, qui marche bien, qui est très reconnu par les tribunaux, qui est l'enveloppe solo, hein, proposée par l'INPI. Et c'est cette solution-là sur laquelle je vous oriente. Parce qu'encore une fois, toutes les autres solutions sont possibles. Hein. Il y en a qui s'envoient un courrier recommandé à soi-même. Hein. Donc, on reçoit dans la boîte aux lettres un courrier recommandé avec un cachet de la poste sur lequel il y a une date. Ça peut aussi faire une preuve de date de création. Maintenant, l'outil ultime, ça reste l'enveloppe solo. Et le prix, je mets un petit point d'interrogation parce que ça dépend de la preuve que vous allez mettre en œuvre. Si c'est l'enveloppe solo, c'est 15-20 euros. C'est pas très cher. Il y a un prix que je n'ai pas évoqué avec vous et j'y pense là en passant, c'est le prix du dessin et modèle. Retenez qu'un dessin et modèle, en termes de prix de dépôt, c'est quelque chose de tout à fait équivalent à la marque. Ça va être quelques centaines d'euros. Et là, ça va dépendre du nombre de reproductions de votre produit que vous allez vouloir protéger. Donc voilà pour le droit d'auteur. Voilà pour le dernier titre. Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur. Voilà ce que je pouvais dire sur ces titres de propriété, les précisions que je pouvais vous apporter sur ces titres de propriété. Euh, Là où je vais terminer ma présentation en, ouais, en vous indiquant quelques éléments concernant l'utilisation de ce droit. Hein. C'est bien beau d'avoir une marque, un brevet, j'ai un droit d'auteur, j'ai un dessin modèle. Je peux faire quoi avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Que faire avec son titre de propriété intellectuelle? Ce qu'on veut faire, c'est de l'argent quand même, hein, parce qu'on est quand même un petit peu là pour ça. On veut créer un business, on veut que ce business génère de la marge, génère du bénéfice. Et pour générer ce bénéfice, avec ce type de propriété intellectuelle ou avec ce spectre-là, avec ce type de propriété, on a trois solutions. La première solution, c'est utiliser le titre de propriété. Je dépose une marque et c'est moi qui viens avec cette marque sur le marché proposer mes produits et mes services. Je suis le seul avec cette marque. Je défends ma marque. Je boute hors de mon territoire ceux qui viennent avec une marque identique ou similaire par des actions en contrefaçon. Mais c'est moi l'acteur. Et le monopole que j'ai obtenu par ce titre de propriété, je le monnaie en générant et en me préservant, si vous voulez, une marge significative. Ça, c'est, si vous voulez, ce qu'un porteur de projet a en tête parce qu'il veut créer son activité, quelque part. Mais ce n'est pas la seule solution. Ce n'est pas la seule solution. Vous avez une autre solution qui est la location, ce qu'on appelle la licence en droit de propriété intellectuelle. Et là, ce n'est plus forcément vous l'acteur, c'est quelqu'un d'autre. C'est une entité que vous avez identifiée et avec qui vous avez signé un accord de licence par lequel vous allez autoriser cet acteur-là à utiliser ce que vous avez protégé, que ce soit une marque, un brevet, un dessin modèle ou un droit d'auteur, peu importe. Vous allez l'autoriser à utiliser ce droit de propriété, mais en contrepartie, il vous paye une redevance, un loyer. Vous restez propriétaire des titres de propriété, hein, ça c'est vous qui restez propriétaire, mais c'est plus vous l'acteur sur le marché, c'est quelqu'un d'autre, c'est votre licencié. L'exemple classique de cette utilisation-là, ce sont les réseaux de franchise. Hein, dans un contrat de franchise, vous avez plein de choses.
dont une licence de marque, hein, le droit d'utiliser la marque que vous allez utiliser en tant qu'enseigne. Voilà. Donc c'est une licence. Le licencié va payer une redevance pour cela, va payer un loyer pour cela. C'est une autre manière de rentabiliser l'investissement de création que vous avez fait au départ et l'investissement lié au dépôt du titre de propriété. C'est une seconde solution. Ah, il y en a une troisième. Vous me sentez venir, hein, évidemment, c'est la vente. Ce qu'on appelle la cession, juridiquement parlant, dans le droit de propriété intellectuelle, où là, vous déposez un titre de propriété et vous le vendez. Tout simplement, vous le cédez. Vous vendez le brevet, vous vendez la marque, vous vendez le dessin de modèle, vous vendez un droit d'auteur, vous vendez ces droits-là à un autre acteur qui est intéressé pour les acheter et les exploiter. Voilà. Et en contrepartie de cela, bien sûr, il y a un prix. Comme toute vente, il y a un prix. Et on est là sur la troisième solution qui permet d'exploiter son titre de propriété. Alors, dans la suite de ma présentation, il y a des précisions sur ces trois modes d'exploitation, mais je pense que je vous en ai assez dit à ce stade-là. Pascal, j'en suis au bout de ma présentation. Oui, j'ai une petite question. Je suis en train de les regarder en même temps. Et Je- voilà, j'allais te proposer de jeter un œil aux questions, bien sûr. Voilà, si on fait des pubs et qu'on utilise musique d'un artiste, on le cite et est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Bien sûr que non. Déclaration SACEM? Bien sûr que non. Hein. Il faut, à travers un outil tel que la SACEM, obtenir les droits afférents à cette musique-là. Hein. Et en l'occurrence, hein, là, on a un exemple tout à fait classique de ce que peut être la licence. Hein. C'est une licence, en fait, que vous demandez là. Hein. Alors, évidemment, la redevance ne sera pas énorme, hein, mais malgré tout, c'est une licence qu'il va falloir obtenir, hein, d'une manière ou d'une autre. Euh, Là, c'est une musique est couverte par un droit d'auteur. Il y a un titulaire de droit d'auteur et les droits en question sont gérés par des sociétés telles que la SACEM. Voilà. Donc oui, il ne suffit pas de citer, il ne suffit pas de citer l'artiste ou celui qui a les droits d'auteur pour s'en affranchir, si vous voulez. Non, il faut une licence. J'ai une question intéressante. Je dessine au crayon des reproductions, par exemple, de monuments historiques, donc soit en visuel, soit en photo. Je vais prendre le Louvre ou Beaubourg ou la Tour Eiffel, etc. Est-ce que je suis soumis à des droits? Alors, j'ai deux réponses. Première réponse, euh, une œuvre telle que ces monuments historiques sont protégés par le droit d'auteur. Hein. On est donc sur 70 ans post-mortem. Est-ce que l'architecte est mort depuis plus de 70 ans? Première question à vous poser, si tel est le cas. Si tel est le cas, l'œuvre en question n'est plus protégée par un droit d'auteur, et c'est le cas de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel n'est plus protégée par un droit d'auteur parce qu'on est à plus de 70 ans post-mortem. Et c'est pour ça que vous avez trouvé des reproductions de très basse qualité en vente partout sous la Tour Eiffel. Donc ça, c'est première question. Est-ce que l'architecte, dessinateur, a encore des droits ou est-ce qu'on est arrivé à échéance? Alors, qui a les droits? Ça vient de l'archi? Parce que si je prends Beaubourg ou je sais pas quoi, un autre bâtiment, aller rechercher l'archi, bon courage. Alors, les droits ne sont pas forcément euh, aujourd'hui détenus par celui qui a tenu le crayon ou la souris. Hein. Aujourd'hui, c'est plus une souris qu'un crayon. Euh, Parce qu'encore une fois, avec la petite présentation qui est encore partagée avec vous, euh, ces droits-là, on peut les aider. Hein. Donc, lorsque vous avez un bâtiment qui peut être dessiné par un architecte, oui, le droit d'auteur est sur la tête de l'architecte au départ, mais peut très bien être transféré sur la tête de je ne sais quelle société d'exploitation ensuite.
Hein, je reprends l'exemple de mon masque de Spider-Man de tout à l'heure. Les droits aujourd'hui sont détenus par une société qui est la société Marvel. Hein. Les droits ne sont plus détenus par le dessinateur originel du personnage. Mais c'est une précaution qu'il faut prendre, même si elle est, je vous l'accorde, peut-être des fois difficile à identifier. Mais en tout cas, c'est un premier volet du problème. Le second volet, c'est votre travail à vous. OK, il y a la Tour Eiffel. Vous faites une photo de la Tour Eiffel. Alors, une photo à travers laquelle vous apportez votre propre effort créatif. Ce propre effort créatif que vous apportez sur cette photo, malgré le fait qu'on ait la Tour Eiffel sur cette photo-là, qui est libre de droit quelque part, est protégé par un droit d'auteur. Donc vous allez faire l'acquisition d'un droit d'auteur sur votre tête. L'exemple, si vous voulez, que je peux vous donner, mais qui est vraiment lié à la Tour Eiffel, justement. Hein, on a effectivement, elle est libre d'exploitation parce que le titulaire est mort depuis plus de 70 ans, le dessinateur est mort depuis plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, il y a un bon nombre de créations qui sont faites sur la base de cette tour Eiffel et en particulier des illuminations. Ces illuminations sont protégées par un nouveau droit d'auteur, mais c'est les illuminations qui sont protégées, évidemment plus la tour en elle-même. Mais c'est ces illuminations qui sont protégées. Donc, l'effort créatif qu'on va mettre sur une base libre va être protégé par un droit d'auteur. Pas de problème. Alors, j'ai encore une petite question, puis après on passera peut-être à la conclusion. Alors, je t'avoue que j'ai un petit peu de mal à la décrypter. Est-ce qu'il existe des sociétés spécialisées qui peuvent s'occuper de chercher des sociétés intéressées pour la vente d'une idée protégée par une enveloppe solo? Grosso Alors, modo, vendre mon produit, si je comprends bien, vendre mon idée? alors j'ai peut-être deux réponses effectivement à apporter à cette question-là. Existe-t-il des sociétés qui cherchent on va dire des acteurs privés qui sont intéressés par telle ou telle idée? Euh, à mon sens, non. Voilà, c'est un travail qu'il va falloir faire vous-même. La deuxième question, alors au sens non, il y a des bureaux d'études qui peuvent le faire, mais c'est vraiment déjà dans le domaine en question. Puis la deuxième réponse que j'apporte, une idée protégée par une enveloppe solo, une idée n'est pas protégée par une enveloppe solo. Voilà. Pourquoi? Parce qu'une idée déjà n'est pas protégeable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la concrétisation de l'idée qui l'est. Et aussi parce que l'enveloppe solo est un outil qui va permettre de faire une preuve de date de création, mais pas protéger une idée, en aucun cas. Euh, S'il s'agit d'un droit d'auteur, alors là, ok, très bien, enveloppe solo, on a une preuve de date, on a un droit d'auteur, très bien, ok, très bien. Si c'est du domaine du droit d'auteur, très bien. Si c'est dans un autre domaine que le droit d'auteur, je dis attention, attention. L'enveloppe solo n'est pas la bonne solution pour cette protection-là. Alors bien sûr, lorsqu'on est dans une situation telle que vous la décrivez dans votre question, situation par laquelle moi j'ai une idée, mais que je cherche quelqu'un qui puisse être l'acteur de cette idée en essayant de lui monnayer mon idée. Voilà. Lorsque je suis dans une telle situation-là, voilà, vous n'êtes pas en situation de force. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas en situation de force? Parce que vous n'avez, dans un tel schéma, pas déposé de titre de propriété. Si vous avez des titres de propriété, vous avez quelque chose à vendre et après, c'est vous qui êtes en position de force. Ou du moins, position relativement d'équilibre avec un potentiel partenaire. Si vous n'avez pas de titre de propriété, vous êtes en situation un peu compliquée parce que votre potentiel partenaire peut très bien vous écouter, vous dire au revoir monsieur, et puis finalement se dire oh, bah, l'idée qu'il avait était quand même sympa, je vais la mettre en œuvre, mais je vais un peu l'oublier le monsieur là. Bon, donc là, dans une
telle configuration, juridiquement parlant, il est essentiel de faire signer des accords de confidentialité avant de parler de votre idée à qui que ce soit. Quand vous n'avez pas de titre de propriété qui protège l'affaire, il faut faire signer des accords de confidentialité à tous ceux à qui vous parlez. Hein. Maintenant, à la question vraiment existe-t-il des acteurs qui vous permettent de trouver voilà, une entité privée qui puisse être intéressée par mon idée, là, je n'ai pas forcément de réponse précise à vous apporter. Alors, on est bien d'accord, l'enveloppe solo ne protège pas. C'est une Non, preuve une preuve de date de création. Voilà, c'est ça, hein. Mais si j'ai un dessin, une création, je dépose un modèle ou un dessin, et puis éventuellement, je le couvre avec une enveloppe solo. Si votre création relève d'une solution technique, et donc du brevet d'invention, c'est un brevet qu'il vous faut pour protéger votre affaire. Ce n'est pas une enveloppe solo. Hein. L'enveloppe solo ne protégera pas non plus votre création si c'est une marque. C'est une marque qu'il vous faut, pas une enveloppe solo. L'enveloppe solo est effectivement très pertinente lorsqu'il s'agit du droit d'auteur. Là, OK, il n'y a pas de dépôt formel, il vous faut une preuve de date de création. L'enveloppe solo en est une. Parfait. Mais si on n'est pas dans ce domaine-là, attention, hein, l'enveloppe solo, même, alors elle est très très intéressante dans le sens où là, on est sur un budget qui est très limité, 15-20 euros. Donc c'est vrai que on espère beaucoup hein, de cette enveloppe solo, mais n'oublions pas que ce n'est qu'une preuve de date de création et que ce n'est pas un titre de propriété. J'ai à peu près fait le tour des questions. Je te laisse la main pour la fin. OK. Ben, écoutez, déjà, ben, merci de m'avoir écouté, ça c'est évidemment, et évident. Euh, en termes en termes de conclusion, alors je vais rapidement aller au bout parce que ça c'était pour vous préciser un peu les choses. Mais en termes de conclusion, voilà un petit peu qui vous êtes, qui vous pouvez mobiliser, si vous voulez, en région, si vous avez des questions relatives à la matière que j'ai évoquée avec vous ce matin. Il y a moi, évidemment, hein, les CCI. L'INPI est présente en région. Hein, il y a deux personnes qui sont présentes ici, hein, Philippe Lautré puis Emmanuel qui sont là. Et évidemment, les conseils en propriété industrielle. Il y en a pas mal, il y en a quelques-uns en région, on est bien fournis. Hein, des professionnels compétents qui peuvent, le moment venu aussi, prendre la main et faire un certain nombre d'actes en votre nom. Donc voilà, il y a des acteurs présents. Moi, en tout cas, je reste à votre disposition hein, pour toutes vos questions. Voici mes coordonnées. Voici mes coordonnées. Sur l'aspect marque, hein, qui est l'aspect le plus commun à tous les projets, euh, voilà, j'ai une collègue, Anne-Marie Vieux, qui peut aussi venir en aide sur un cas concret. N'hésitez pas à nous consulter. Hein, on peut vous donner un avis et puis quelques conseils aussi précis en fonction de votre projet propre. Hein, et la protection qui peut être appliquée à votre projet en particulier. Hein. Euh, donc voilà en termes de conclusion. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai apporté des renseignements utiles et un éclairage utile dans le cadre de cette semaine du numérique. Oui, on a eu pas mal de questions, tu l'as vu. Alors, moi, je compléterai un petit peu tes propos. N'hésitez pas à protéger vos créations ou vos marques ou vos réseaux sociaux aujourd'hui, hein. On a des cas de figure au niveau de la chambre, et je pense que tu es pareil, Eric, où on a des artisans qui reçoivent des courriers Oui, d'avocats, ce oui. que tu évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait que la diffusion, notamment via le net, etc., c'est fantastique, mais les conséquences, elles sont pas négligeables non plus. Donc, alors certes, on va être d'accord, c'est pas évident de trouver. On a évoqué un petit peu le cas des logos, des réseaux sociaux, c'est pas évident, mais il faut quand même être très très vigilant parce qu'on a de plus en plus de cas de figure où il y a des surprises malheureuses qui arrivent et qui des fois dégénèrent des changements importants, hein, quand il faut changer la raison sociale, changer les logos, changer le papier en tête, Ah oui, oui. changer le site internet et compagnie, refaire toute sa com, bah c'est quand même pas négligeable. Donc il faut être bien vigilant par rapport à ça et bon, ne pas hésiter. Voilà, il y a des gens qui sont à votre dispo, Eric en fait partie, donc n'hésitez pas éventuellement à les contacter. Je vais reprendre la main si tu peux arrêter
ton partage, s'il te plaît, pour Bien que... sûr. Hein, et puis bon, on a quelques petits slides à terminer pour... Voilà, voilà, je te redonne la main. voilà. Allez, pour terminer notre petite présentation, voilà. Donc, ça fait le lien un petit peu avec ce qu'on évoquait tout de suite, hein. Donc, nous, au niveau de la chambre, on peut donc vous accompagner avec toute l'équipe numérique sur tout ce qui touche des différents sujets, hein. Vous le connaissez pour la majorité d'entre vous aujourd'hui, que ce soit en diagnostic, que ce soit en présence sur Internet, dans tout ce qui touche à la conformité, à l'obligation, et puis si vous souhaitez, et je vous encourage fortement à être très vigilant, on va bientôt aborder la facturation électronique qui va arriver l'année prochaine. Donc là, commencez à anticiper, si je peux faire une petite aparté par rapport à ça, parce que ça va être un changement important. Donc on a toute la gamme de nos accompagnements numériques avec des choses bien figées, mais également des accompagnements sur mesure, des formations individualisées, des parcours individualisés de formation. Donc ça, c'est aussi des pistes qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, vous commencez à les connaître, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis voilà, la carte des collègues au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté que vous commencez également à connaître, qui est à votre dispo sur différents sujets avec voilà, des sujets que chacun traite avec des complémentarités, puisqu'on n'est pas forcément expert dans tous les domaines, mais c'est l'avantage de bosser en équipe et puis de pouvoir échanger avec les collègues. Voilà, donc vous retrouverez, parce que j'ai eu quelques petites questions tout à l'heure, le webinaire, il est enregistré. Le temps qu'on fasse les montages, la préparation de tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, les replays seront dispo sur le site de la Chambre. Et puis, pour enchaîner sur nos prochaines thématiques, bah, cet après-midi, on aura aussi un sujet important qui est la signature électronique. Voilà, pour certains métiers, comment officialiser, comment protéger les documents et je pense notamment à nos amis garagistes pour les immatriculations de véhicules. Voilà, sujet important et qui sera traité cet après-midi par notre collègue Thierry. Voilà. Eric, on te remercie encore une fois. De rien, Pascal. Et Merci à toi. puis, voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuité, puis un rendez-vous, bientôt le prochain rendez-vous sur le numérique. Merci. Merci, Pascal. Bonne journée. Bonne journée.